Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors je ne sais pas si vous suivez un petit peu les épisodes des conférences, mais en fait il y a un programme qui a été mis en place, qui est progressif au niveau des thèmes qu'on aborde. Et moi donc aujourd'hui je dois vous parler de ce qui s'appelle le but de la vie. Alors pour être très clair avec vous, moi je pense que le but de la vie c'est gagner un maximum de fric et de se tirer à Hawaï. Une fois que j'ai dit ça, on peut commencer le cours. Vous avez donc comme l'accoutumée un document, je pense que j'étais un petit peu mollo sur l'imprimante, ça veut dire qu'il doit en manquer, soit vous suivez à deux, soit vous faites comme Fanny, prenez en photo avec votre joli iPhone le document et pour ensuite grossir un peu plus les références. Le but de la vie de tout un chacun, c'est finalement répondre à trois questions. Je suis né, j'ai pas fait exprès de naître, j'ai pas choisi de naître, mais une fois que je suis là, alors qu'est-ce qu'on fait avec ce que je suis là? Quel est mon rôle? C'est un des premiers problèmes devant lequel il faut se mesurer. Le deuxième, quel est mon rôle aussi en tant que juif? Je suis né aussi juif. Et finalement, être juif, ça implique un certain héritage de son histoire, ça implique une adhésion à une communauté, il y a beaucoup de choses que ça implique. Et surtout le troisième point, lorsqu'on parle du rôle dans la vie, c'est très très important quand on parle de rôle, de mission. Très souvent on peut aborder la chose de façon assez, coercitive, difficile. Voilà, bon bah t'es là, tu vas faire des études, tu vas avoir un métier, et tu dois. Alors il faut bien comprendre que le système de valeurs dans lequel nous nous situons, en tout cas au niveau de la Torah, est un système qui est basé sur une parole du Rav Messie Charim qui est dévoilée par le Messie Charim, c'est-à-dire par Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui dit que dans son introduction d'un livre, le Messie Charim, le sentier de la rectitude, il dit la chose suivante: L'homme ivra et Adam et la leit aneg mizivra shrina. L'homme a été créé que pour une chose. C'est quoi le but de la création du monde? Le but qu'une âme va être, coiffée d'un corps, et qu'elle arrive dans ce monde, c'est que pour une chose, c'est l'id aneg, pour kiffer. On est born to kill. C'était Full Metal Jacket, c'était un film, mais là on est born to kiff, pas kill mais kiff. C'est-à-dire qu'on est, il faut bien comprendre, que derrière tout ce que nous prenons comme attachement à la culture juive, c'est-à-dire la pratique de la Torah, la pratique des mitzvot, il y a une trame essentielle qui s'appelle la faculté de kiffer. De kiffer de quoi, nous dit le Messie Charim? L'Itanag Miziv Shrina, de l'éclat de la Shrina. Qu'est-ce qu'on entend par l'éclat de la Shrina? C'est déjà complexe à définir, mais une chose est sûre, c'est que ce vers quoi je tends, et toute aventure spirituelle doit être axée, au bout du compte, vers un contentement, un plaisir, une plénitude. Ce sont tous ces mots, et j'en aurais des dizaines à dire éventuellement, qui décrivent la sensation forte d'un individu inscrit dans son système de valeurs. C'est donc le point d'introduction. Alors, je m'inspire ici de plusieurs sources, notamment celle de Rav Akiva Tatz, qui a fait un travail assez merveilleux, pour essayer de comprendre pourquoi je suis né, quel est mon rôle dans ma vie. Il y a une technique qui est la suivante. La technique, c'est de prendre un stylo et de tracer un cercle. Ça ne veut pas dire qu'on va tourner en rond. C'est-à-dire qu'on va mettre dans ce cercle, c'est un ensemble. On va y placer, c'est un travail extrêmement dur à mettre en place. On va y placer dans ce cercle toutes les qualités, les talents, les performances, mes traits de caractère, je marque ici. Alors je vais donner des exemples et chacun doit faire ce travail. Je vais le faire maintenant, mais essayez d'y réfléchir. Je vais marquer donc des traits de caractère, des talents, des dons par exemple. Est-ce que je suis plutôt dans la vie empathique? C'est-à-dire que je suis prêt à être ouvert aux besoins de l'autre. Je suis plutôt tendance à vouloir donner, ou plutôt tendance à vouloir prendre, pas au niveau négatif, mais j'ai pas trop tendance à m'ouvrir aux autres,
mais je suis quelqu'un qui incorpore une certaine rigueur personnelle. Ouais, lorsqu'on me dit quelque chose, une information, et qu'on me dit c'est un secret, ne le répète à personne, ben, contrairement aux gens qui très souvent sont empathiques, ils ont tendance à avoir beaucoup d'emphase et donc de partager avec tout, lorsque vous donnez un secret, en général à quelqu'un qui est très empathique, ben, vous êtes sûr qu'il ne sortira jamais ce secret du département. Une personne inversement, fallait rigoler là. Une personne inversement qui est plutôt dans la rigueur, dans le travail sur soi, cet individu est très rigoureux avec lui, avec les autres, c'est pas très sympathique, mais une chose est sûre, c'est que vous lui donnez un secret, ça ne sortira pas de sa bouche. Ouais. Donc je marque ici, si je suis plutôt empathique, je suis plutôt quelqu'un de gentil, quelqu'un de attaché à ses principes. Et je dois écrire cet ensemble de la façon la plus exhaustive possible. Je suis quelqu'un de fidèle, je suis quelqu'un d'ingénieux, plutôt intellectuel, plutôt sensuel, plutôt les deux, plutôt émotionnel. Je dois être capable de marquer, surtout à passer l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, on a déjà notre taille, notre poids il va varier en fonction des fêtes. Mais la taille, on l'a. Elle ne bougera plus après 18 ans. Ouais. On a à peu près notre structure intellectuelle qui est faite, on est formé à 18 ans. Une fois que tu es formé à 18 ans, donc a priori, sache une chose, c'est que tu as suffisamment d'éléments, tu as suffisamment vécu pour pouvoir écrire ce tableau, ce livre. Donc sur le sexe, c'est ce que tu es. Toutes tes qualités. Et je ne parle pas ici des défauts, je veux parler que des qualités de mes talents. Et attention, lorsqu'on écrit ces talents, il ne faut pas que ce soit que des talents qui payent en société. Par exemple, une personne qui est très intelligente, ok, ben, je suis très intelligente, je vais marquer ici, QI égale, je sais pas moi, 160. C'est une de mes qualités, ça existe, les gens qui naissent intelligents. Alors ça, c'est une qualité qui a pu se prouver à travers les examens, à travers les concours, à travers beaucoup de choses. Ce sont des qualités qui payent en société. Mais il y a des qualités qui valent rien au bac, qui valent rien pour avoir un super boulot, mais qui sont des qualités en tant que telles. Par exemple, si je marque ici, sens de l'humour. C'est jamais avec le sens de l'humour que vous pouvez passer de classe. Mais c'est une qualité absolument essentielle pour la vie. Volbeuf va dire de façon incroyable, il dit, quelque chose qui permet d'avoir un couple stable, c'est le sens de l'humour. Alors tu as 0 au bac avec le sens de l'humour. Ah, vous avez un jour, il y a une personne qui était très mauvaise en philosophie, et il est tombé sur un sujet qui s'appelle le courage. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a marqué, le courage c'est ça. Il a rendu copie blanche. Bon, c'est marrant, c'est joli, c'est une belle histoire, mais bon, ça vaut 0, pas plus que ça. Mais le sens de l'humour, le bonhomme, il a toutes les chances pour avoir un couple super stable. Un couple qui pourra rebondir, un couple qui pourra avancer, qui pourra tout simplement kiffer sa vie. Donc je marque ici toutes les qualités qui sont des qualités en tant que telles, qui n'ont pas forcément un impact important dans la société. C'est pas forcément quelque chose qui est super pour un groupe, mais je sais que c'est une qualité qui est à moi. Je suis quelqu'un, par exemple, qui a une puissance d'imagination colossale. Je suis capable de créer des scénarios incroyables. Imaginer des choses fantastiques. Je le marque. Je fais, comment dire, je sais pas moi, j'adore jouer au Rubik's Cube. Okay. Ça mène à quoi ça? Non, voilà. J'aime bien le monde des constructions. Ce sont des choses que j'aime. J'ai une sensibilité à tel type de musique techno. C'est moi. C'est ma sensibilité, c'est moi. Ouais. Et j'aime telle et telle chose. Sensibilité artistique, n'importe quoi. Je dois tout marquer ici. Tout. Ça, c'est l'intérieur du cercle. Il y a une deuxième partie dans le cercle, c'est l'extérieur. Dans l'extérieur, je dois marquer tous les talents que j'ai pas. Tous les talents que j'ai pas. Le bonhomme qui est plutôt moyen intellectuellement, il dit bah, je suis pas brillant. Alors je marque brillant ici. Le bonhomme qui est plutôt, comment dire, pas très généreux, il va marquer ici générosité. Il a vu? Il sait que, attention, il n'a pas marqué égoïste ici. Ici on marque que les talents, que ce qui est positif. Ou qui est quelque chose qui est un élément qui te construit. L'égoïsme ne construit pas, c'est quelque chose qu'il faudra combattre tôt ou tard. Mais il a pu voir que lui, c'est plutôt une grosse barre dans la vie. Il tire toujours la couverture de son côté, mais n'empêche que il a vu des copains, des copines, il a vu des parents, des frères, des soeurs, je sais pas, générosité. Il a vu ça.
C'est objectif. Et il se ment pas. Là, il n'est pas marqué générosité ici, alors qu'il sait très bien que c'est une grosse barre. Parce qu'on fait son cercle, on ne le fait pas devant d'autres personnes. Parce que là, évidemment, on va marquer des choses fantastiques ici. On le fait tout seul, toi, tout seul, devant toi. Et dans ce cercle, donc encore une fois, tu as marqué ce que tu es vraiment. Et là, tu dois marquer ce que tu n'es pas. Il y a plein de choses que tu n'es pas. Que tu n'es pas objectivement. Peut-être que tu fantasmerais être. Tu rêverais être comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Mais en fait, tu ne l'es pas. Et on fait cet arrêt sur image pour essayer d'avoir une vision la plus fine de soi. C'est donc la première des démarches. Les talents que j'ai et les talents que j'aurais aimé avoir. Une fois que j'ai fait ce cercle, et c'est un cercle, vous êtes tous en âge ici, toutes en âge de pouvoir l'écrire. Mais c'est un cercle qui, comment dire, a mis du temps à s'écrire. Il faut avoir vécu, il faut avoir écouté, il faut avoir eu des expériences, il faut avoir eu des échecs pour prendre conscience de ce qu'on est. Mais je dis qu'en général, à 18 ans, tu as passé pas mal, un bon petit bout de chemin. Tu as passé l'enfance, tu as passé la crise d'adolescence. Ouais, alors il y en a certains qui redoublent dans la crise d'adolescence et à 40 ans, ils sont encore en crise d'ado. Mais en général, tu peux espérer avoir une vision relativement fine de toi-même. Relativement fine. C'est un cercle donc que tu as écrit. Et à partir du moment où tu te concentres bien sur ton cercle, alors là, tu peux commencer à avoir une certaine forme de joie d'être clair sur ce que tu es. Et ce qui n'est pas évident. La plupart des gens jouent à cache-cache. La plupart des gens s'imaginent être quelqu'un qui ne sont pas. Donc je dis que ce travail est un travail extrêmement dur à mettre en place, il faut l'avoir fait une fois. Et je vous conseille, vous avez tout le dimanche après-midi, puisque dimanche matin, vous avez un après-midi, mais pas que, essayez de réfléchir, mais c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans sa vie, de pouvoir écrire ce cercle. Quand je dis que beaucoup de gens, comment dire, vivent sans être eux-mêmes, vivent par procuration en mettant un petit peu du pain sur leur balcon. Alors, je fais référence à un Rashi. Vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Abraham, qui est très connu, et qui a un jour entamé une guerre des 4 rois, des 5 rois, tout simplement pour aller sauver son neveu Lot. Lot était son neveu, Lot a été éduqué par Abraham, et voilà que arrive un moment où les deux, l'oncle et le neveu, se séparent parce que Abraham et Lot n'arrivaient plus à vivre ensemble, bien que Abraham ait été un petit peu le père adoptif de Lot. Ils décident donc de se scinder, et Lot va être attiré par l'endroit le plus riche de l'époque qui s'appelle le bassin de Sodome et Gomorre. Donc ce bassin qui est actuellement la mer morte, mais à l'époque elle n'était pas morte, elle était très vivante cette mer. C'était le bassin le plus florissant du Moyen-Orient. Et il va là-bas parce qu'il est attiré par le fric, et voilà que, comment dire, une fois qu'ils sont séparés, alors Akadosh Baruch Hu va décider d'abattre sur la ville de Sodome, puisque sont tous des, enfin, la plupart des gens sont des gens qui se sont déviés, qui sont dépravés. Akadosh Baruch Hu décide d'abattre son courroux sur la ville de Sodome. Et voilà qu'il va quand même épargner Lot, son épouse, les 2 filles de Lot et les 2 gendres. Alors les 2 gendres n'ont pas voulu partir de Sodome, donc ils sont restés. La femme de Lot, rappelez-vous l'histoire, elle s'est retournée à être transformée en statue de sel, et en tout cas, Hachem décide de sauver Lot. Et les commentateurs demandent, mais pourquoi Lot a été sauvé? Qu'est-ce qui fait que Lot a été sauvé alors qu'il n'était pas tellement différent de tout le monde? À votre avis, qu'est-ce qui pourrait justifier le sauvetage de Lot? Quelqu'un se propose? La famille d'Abraham. Alors, famille d'Abraham, mais c'est un peu délicat, parce qu'on ne peut pas jouer le piston familial lorsqu'il s'agit de sanctions. C'est un peu injuste. Ouais, dans toute famille, il peut y avoir un tocard, c'est pas normal que, étant donné qu'il vient d'une famille illustre, alors qu'il soit sauvé par ça. Alors, il a retenu les leçons d'Abraham. c'est-à-dire sur le fait d'accueillir les personnes. Alors, voilà. Ce que l'on pense très souvent, on dit, voilà, Lot a été assez remarquable, puisqu'il a été capable de recevoir chez lui, alors qu'il vit dans une ville dans laquelle c'était interdit de faire de l'hospitalité, et il venait d'avoir perdu sa fille, puisque sa fille a été attrapée en flagrant délit
de donner une pièce de tzedaka, une pièce à un pauvre, elle a donné l'aumône à un pauvre, ils l'ont attrapé, la police, et ils l'ont prise, ils l'ont enrobée de miel, et ils l'ont livrée aux abeilles. C'était la sanction qu'on donnait à un individu qui prenait en charge un pauvre. Alors, il vient de perdre sa fille, et malgré cela, il apprend qu'il y a des invités qui passent devant chez lui. Il se rue au péril de sa vie pour les recevoir. Ni une ni deux, l'information, le scoop arrive, et les gens de la ville de Sodome viennent à la porte de Lot, et ils viennent tout simplement essayer de défoncer la porte pour avoir une relation avec les invités. C'était tous des homosexuels. Et donc ils décident, nous dit le texte, des enfants jusqu'aux adultes, et c'est de venir abuser des invités. Bref, c'est ce qui s'est passé. Et donc, tu proposes la chose suivante, c'est vrai que Lot, il est complètement remarquable dans son chesed. Ouais. Ça, c'est ce que l'on pense. Pourtant, Rashi nous dit, la seule raison pour laquelle Lot a été sauvé du péril, du cataclysme, c'est que Lot, un jour, lorsque bien avant, Abraham était avec son épouse Sarah, il est passé en Égypte. Et là-bas en Égypte, il savait qu'il était devant des gens extrêmement comment dire, animaux. Alors il a demandé à son épouse, fais-toi passer pour ma sœur, parce que s'ils savent que tu es mon mari, ils vont me dégommer, ils vont me tuer pour te ravir. Donc elle s'est fait passer pour la sœur d'Abraham. Et le dit Rashi, Lot était au courant du subterfuge, puisqu'il sait son oncle, il savait très bien ce qui se passait, et il n'a pas vendu la mèche. Ce que dit ici Rashi. Alors, très intéressant ce Rashi. On se dit, mais c'est bizarre. Tu es en train de dire que le seul mérite de Lot, c'est de ne pas avoir vendu son père, enfin son père adoptif, alors que c'est quelque chose de normal. Qui d'entre nous serait capable d'aller livrer son père à la Gestapo? C'est pas possible. Ouais. Inversement, si tu cherches des mérites de Lot, tu peux en trouver, en veux-tu en voilà, dans son attitude incroyable du nouveau chesed. Et Rav Dessler, de répondre à ce Rashi, expliquer ce Rashi, il dit non. Il dit que tout ce qu'il manifeste en termes d'hospitalité, même au péril de sa vie, n'est pas encore lui. C'est-à-dire que c'est l'éducation qu'il a reçue, mais qui ne concerne pas encore les couches les plus profondes de son être. Il agit par mimétisme, et il peut même exagérer son mimétisme, ce qui fait qu'il fait ce qu'il fait. Mais ce n'est pas encore lui. La véritable dimension d'un individu, c'est lorsqu'il est soumis à quelque chose qui le brûle à l'intérieur. Il nous dit, Rav Dessler, que Lot était un bonhomme qui adorait le fric. Il adorait le fric. Il était amoureux de l'argent. C'est la raison pour laquelle il était allé dans les endroits, les petits Beverly Hills de l'époque, parce que c'est là-bas qu'il sentait qu'il pourrait faire fortune. Il était focalisé, fasciné par l'argent. Il avait un tel amour de l'argent que, à son niveau, c'est grandiose de ne pas vendre Abraham. Parce qu'en vendant Abraham, il aurait hérité d'Abraham, donc il aurait une gros pactole d'argent. Eh ben, tu veux dire, mais c'est horrible, mais c'est incroyable, c'est vrai. Pour nous, ça peut être incroyable. Mais, au niveau de Lot, étant donné que ça titille à l'intérieur de lui, l'amour de l'argent, alors lorsqu'il a été capable de ne pas vendre Abraham, il est en train de montrer qu'il résiste par rapport à toutes ses envies, toutes ses pulsions. Ça, c'est l'individu qui existe. Ça, c'est Lot qui existe, donc il a mérite par rapport à ça. Nous, dans la vie, on peut se raconter un scénario, mais il faut être capable d'être extrêmement clair sur ce qu'on est et ce qu'on n'est pas. Parce qu'une fois que tu sais ce que tu es, alors tu pourras commencer à travailler par rapport à tous ces outils. C'est donc le premier point, le cercle vertueux. Deuxième point. Très bien, à partir de là, regardez, je vais travailler dans l'intersection de ces deux cercles. Et plus exactement dans l'extérieur du cercle. Si vous travaillez bien sur cet extérieur, vous allez voir que, en marquant des choses que j'ai pas, des talents que j'ai pas, il peut me venir une sorte d'envie, une pensée qui s'appelle, mais pourquoi le bon Dieu ne crée pas les individus égaux? Pourquoi il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des intelligents, il y a des moins intelligents, il y a des beaux, il y a des moins beaux, il y a des gens qui ont du tonus, il y en a qui sont flasques. Ouais. Hachem n'a pas créé le monde. C'est pas une démocratie, c'est pas, si vous voulez, un monde d'égalité. Et lorsque je vais voir que
Mais je sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement dur pour moi de partager. Mais depuis que je suis gamin, j'ai un problème avec ça. Mais ça m'a l'air tellement facile chez elle ou lui. C'est super injuste. J'ai même pas l'impression que tu fais des efforts. Moi j'essaie et compagnie, je sais que je me suis sans arrêt traité d'égoïste, de grosse barre. Dans certains milieux on m'a appelé le mec nazi. Ouais. Mais c'est pas sympa. C'est pas de ma faute. Ouais. Et puis, comment dire, je sais pas moi, j'ai beaucoup de mal dans les études. Je galère. Et lui, ouais, tellement brillant, tellement facile. Moi, je me rappelle au bac, j'étais à côté d'un copain. C'était incroyable. Il était vraiment un vrai brillant, quoi. Il était, donc on avait les mêmes lettres, on était assis l'un à côté de l'autre. Je me rappelle toutes les épreuves du bac. Il s'est pris comme conduite de ne pas rester plus que la moitié du temps donné. C'est-à-dire qu'en maths, je crois que c'était 4 heures, il est resté 2 heures. En physique, c'était 3 heures, il est resté 1 heure et demie. En histoire, en philo, partout, je me rappelle. Il dit, voilà, et il venait avec sa raquette de tennis aux épreuves. Pour narguer un peu tout le monde, ouais. Et je me rappelle, quand il a reçu la copie du bac, enfin le sujet en maths, il était à côté de moi. Il a lu comme ça en 2-3 minutes, il dit, ouais comme ça. 20 en maths, 20 en physique, mention très bien, il est rentré dans les 10 premiers à Polytechnique 2 ans après, bref, quelqu'un de très brillant. Mais il a voulu juste pour le fun, pas plus. C'est quand même compliqué de donner épreuve de bac 4 heures en 2 heures, je sais pas comment il a eu le temps de gratter, bref. Ouais, tu te dis, mais je comprends pas, mais c'est injuste. C'est injuste, ouais. C'est un truc injuste. Donc tu regardes ça, et tu commences à caresser, comment dire, et c'est dans tous les domaines, hein. Il n'y a pas que l'intelligence, la générosité, la beauté. Voilà, mais c'est insupportable. Mais quelle ligne! Mais quelle classe! Et pourquoi moi je suis pas comme ça? Donc on peut, comment dire, voir énormément de points qui font mal. Alors, je l'ai marqué ici parce que je sais que c'est pas moi, mais j'aimerais tellement les avoir. C'est là, il faut qu'on a bien ce sentiment de Rama un peu dur comme ça. C'est là qu'il faut commencer à se poser 2 minutes et se dire du calme. Si je crois au bon Dieu, alors je sais qu'il a distribué les talents de façon inégale, mais je sais aussi qu'il m'a donné exactement la bonne boîte à outils, avec les outils dont j'ai besoin pour me réaliser, pour arriver à ce que dit le Messie Sharim, Leit Anek, pour ce kiff dont on parle, de la Zivashrina, de l'état de la providence. Et donc, je dois faire ce travail de me dire, lui ou elle ont ces talents que j'ai pas, et je les aurais certainement pas parce que je ne peux pas inventer des talents. Si je suis moyen intellectuellement, je ne peux pas devenir Einstein, c'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Si je ne sais pas, il faut que je me travaille en me disant, apparemment, le bon Dieu il m'attend ailleurs. Mais je ne serai pas moins heureux. C'est pas parce que j'ai pas la même boîte à outils que je serai pour autant heureux. Et ça, c'est un travail absolument essentiel à mettre en place. J'ai marqué ici une filiation très jolie qui a été proposée par un maître qui s'appelle Rav Forman. Ce que j'appelle donc le grand 2, le travail sur le siècle, le piège de la convoitise. Qu'est-ce que j'appelle par le piège de la convoitise? C'est vrai que Moshe Rabbeinu n'a pas été comme les prophètes des religions successives qui ont suivi le judaïsme, n'a pas été ce qu'on appelle touché par la grâce. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On pourrait faire ce texte très intéressant. La première révélation de Moïse, c'est quand? C'est quel moment? Qui se rappelle? Le buisson. Le buisson ardent, exactement. Vous rappelez l'histoire du buisson ardent? Le texte nous dit que Moïse était en train tout simplement de faire paître ses moutons. Il s'occupait du troupeau de son beau-père, Yitro. Et le voilà arrivé devant un buisson qui était en train de se brûler. Et le texte nous dit, le buisson s'appelle Séné en hébreu. Séné. Ouais. Séné. Séné. D'accord? C'est le buisson. Le buisson ardent. Et le texte nous dit que d'un coup, Moshe est intrigué par un phénomène bizarre. C'est que c'est un buisson ardent qui est pris par le feu,
mais qui ne se consume pas. Ouais. C'est un buisson ardent, mais qui ne se consume pas. Et il nous dit le texte qu'il s'est approché pour voir. Pour comprendre, c'est bizarre ce phénomène physique. Normalement, le feu, ouais, bah, ça brûle et là, ça brûle pas. Et étant donné qu'il s'est approché, nous dit le texte, alors à ce moment-là, Hachem lui parle. Et commence à lui dire, voilà, maintenant, je t'ai choisi pour le casting de faire sortir les peuples juifs. Et j'attends de toi, donc à ce moment il refuse. Bref, c'est là que commence la révélation. Maintenant, les commentateurs font la remarque suivante. Tout a débuté d'un questionnement de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais c'est bizarre ce buisson. Et là où c'est grandiose, et sous-entendu, si Moshe ne s'était pas approché pour voir, il n'y aurait pas eu l'histoire de Moshe, il n'aurait pas été convoqué par la Providence. Donc, il y a ici, dans la stupéfaction de Moshe, le déclencheur de cette prophétie avec le bon Dieu. Maintenant, ce qui est grandiose dans cette prophétie, c'est la chose suivante. Je mets ma main à couper que si nous, on était passés par le buisson ardent, on n'y aurait vu que du feu. Parce qu'avant de se rendre compte que le bois ne brûle pas, encore faut-il s'arrêter quelques minutes. C'est pas quelque chose d'immédiat. Je veux dire mieux que ça. Lorsque on regarde quelque chose, on est toujours conditionné par voir ce à quoi on s'attend de voir. C'est-à-dire que lorsque je passe devant un buisson qui est ardent, dans ma tête, je pense qu'il va brûler. Et donc, je vais voir qu'il brûle. Il faut avoir un regard drôlement vierge pour être interloqué par le fait de penser, de dire, est-ce qu'il brûle ou pas? Je vous donne un exemple. Nous avons, nous, tous les jours, des buissons ardents. Vous savez c'est quoi? Les cuisinières à gaz. Bah, il y a du feu, et pourtant ça ne brûle pas. C'est bizarre. Ah bien non, c'est normal, parce qu'en fait, le combustible, c'est pas la gazinière. Le combustible, c'est le gaz qui est à l'intérieur, parce qu'on connaît les mécanismes. Mais, étant donné que nous sommes habitués à cette image, donc ça ne nous choque pas. Moshe Rabbeinu est capable de porter un regard sur les choses, qui est un regard qui est la chose telle qu'elle est, et pas en fonction de l'a priori que j'attends de la chose. Je vous donne une expérience psychologique qui a été mise en place, qui est géniale. Ils ont distribué à des élèves, à des enfants, un jeu de cartes, dans lequel il y a une carte qui est fausse. La carte, c'était en fait un 2 de cœur. Ouais. Et en fait, il y a 3 cœurs. Ouais, je sais pas comment on fait une carte, là. Tac. Et là, ils mettent deux comment on fait 2 cœurs? Comment? On met 2 cœurs, je crois. 2 de cœur, 2 de cœur. Voilà. Et la carte, ouais. Ils la vont passer par la main des élèves. Et on demande aux élèves de regarder chacune des cartes 5 secondes et de nous dire c'est quoi cette carte. Donc les élèves passent les cartes. Valet pique, dame de cœur, roi de carreau, je sais pas quoi, moi, 9 de trèfle, blablabla. Ils arrivent sur cette carte. Les élèves ont dit soit c'est un 2 de cœur, soit c'est un 3 de cœur. Il n'y a aucun enfant qui a dit la carte est truquée. C'est-à-dire, étant donné que je m'attends à voir quelque chose, ce à quoi je m'attends me conditionne mon esprit. Ce que fait Moshe Rabbeinu, il est capable d'analyser les choses dans la plus grande des puretés. Ça se passe au niveau du déclencheur du rôle de Moshe maintenant. À ce moment-là, dans ce buisson ardent, Moshe va poser 5 questions à Hachem, il aura 5 réponses. Je me suis focalisé sur la dernière des questions. La dernière des questions que pose Moshe, donc d'abord, Moshe va demander à Hachem, mais qui tu es? Comment tu t'appelles? Comment je présentais la chose au Béné Israël? Ça veut dire qu'il y a tout un questionnement existentiel de Moshe. Dernière question, regardez ce que j'ai marqué ici en bleu, c'est que, Vayomer Moshe al Hachem, Moïse dit à l'Éternel, Loïch devarim anochi gam mitmol gam shishom gam mi'az dibarti el avdecha ki kavet pe v'urved lashon anochim. Moïse dit à l'Éternel, de grâce Seigneur, je ne suis habile à parler ni depuis hier, ni depuis avant-hier, ni depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. En 2 mots, Moshe lui dit, ok, j'entends tout le plan de la Géoula, de la délivrance, mais j'ai un petit souci, c'est que tu t'es trompé de casting. Il faut choisir un meilleur acteur.
Un homme politique se doit d'être quelqu'un de charismatique. Moi, je suis pas, c'est pas moi ça. Ouais. Vous vous rappelez Ronald Reagan aux États-Unis? C'est un des meilleurs présidents des États-Unis depuis l'histoire des États-Unis. Pourtant, c'est un bonhomme qui sort même pas de Harvard. C'est juste un. C'est un cow-boy. C'est un cow-boy, un comédien. Mais étant comédien, il a un charisme fou. Il a eu l'intelligence de s'entourer des plus grands économistes, les Milton Friedman, ainsi de suite. Donc il était très bien entouré. Mais c'était un homme qui avait une image, il crevait l'écran. Et donc il l'a fait avec son charisme, quelque chose de génial. Moshe, c'est l'antidote de Ronald Reagan. Il est dans l'inverse. Il ne sait pas parler. Il bégaye. Mais comment tu veux diriger un groupe si quand tu as une prise de parole, tu n'as aucune faculté. Donc dis Moshe, Hachem, tu t'es trompé. Réponse de Hachem. L'Éternel lui répondit, Misam pele Adam, o mi yasum ilem, o cheresh, o pikear, o hiver, alo anot Hachem. Il dit, je comprends pas. Qui a donné une bouche à l'homme qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi, l'Éternel? Attention. La réponse de Hachem est incompréhensible. Lui, il dit, tu te trompes de casting. Réponse de Hachem, mais c'est moi qui distribue les cartes, c'est-à-dire, pas le casting. C'est moi qui fais qui est muet, qui est aveugle, qui est passif. Les infirmités, je les connais. La réponse d'Hachem, c'est, je sais pertinemment que tu n'es pas adapté à la mission, et c'est pour ça que je t'ai choisi. Bizarre. Mais il n'a pas répondu. Mais ça reste que je ne suis pas adapté à la mission. Oui, je sais pertinemment que tu es bègue, je sais pertinemment que tu as un problème au niveau communication. Et malgré cela, qu'est-ce que vient de dire ici le texte? Un truc génial. On a dit que le séné, c'est le buisson ardent. Ça vous rappelle un mot, ça, séné? Séné. C'est quoi? Sina. Alors c'est avec un shin, mais un peu plus proche. Sonné. Non, un peu plus proche. Sans le Aleph et le shin, là, tu changes tout. On a reçu la Torah où? Le mot Sinaï, merci. Mais Sinaï, c'est bien de Sinaï. Ça, c'est élaboré, en direct. Ouais. La seule différence entre Sinaï et Séné, c'est le He et le Yud. C'est intéressant. Yud, c'est le valeur numérique de combien? 10. Qu'est-ce qu'on a reçu au Sinaï? Les 10 commandements. 10 commandements. 10 paroles d'Hachem qui sont gravées dans la pierre. Et le Séné, He, c'est 5. 5 sont les 5 questions de Moshe existentielles auxquelles Hachem répond. Sous-entendu, le Séné, les 5 questions de Moshe, vont trouver, donc le dialogue entre Moshe et Hachem du Séné va trouver une cristallisation au Sinaï en un monologue de 10 paroles. Il y a un passage entre les deux. Regardez un petit peu, lorsqu'on croise les choses, regardez, on a 10 paroles, 10 commandements, et ces 10 commandements, tout le monde sait qu'en fait ce sont 2 tables, c'est pas 10 commandements à la suite, mais c'est 5 et 5. Et les maîtres du Moyen-Âge nous font la remarque suivante, qu'il y a une correspondance entre le 1 et le 6, le 2 et le 7, le 3 et le 8, le 4 et le 9, et le 5 et le 10. Je m'intéresse ici au 5e commandement, qui doit correspondre au 5e dialogue entre Moshe et Hachem. Et qu'est-ce qu'a dit Moshe à Hachem? Tu comprends, moi je suis Kaved, P ou Kaved Lachon. J'ai une bouche lourde et une langue aussi lourde, c'est-à-dire j'ai du mal à parler. Et ce qui est intéressant, c'est que le 5e commandement, donc la fin de la première table, commence par Kaved. Kaved est Avichavet Imecha, honore ton père et ta mère. Alors il y a un Kaved, donc il y a un lien au niveau du mot, on va essayer d'expliquer. Et dernière chose, il y a dans le 10e commandement, l'otachmot, ne convoite pas. Lorsqu'on met ces 3 éléments ensemble, le questionnement de Moshe, je suis une parole lourde, je ne suis pas adapté à la mission. Deuxième chose, on te dit que tu dois respecter tes parents. Troisième chose, tu ne dois pas convoiter. Il y a un fil d'Ariane qui lit ces choses, c'est-à-dire, Moshe dit apparemment, j'ai pas les talents. Ça j'ai pas, ça j'ai pas, ça j'ai pas. Moi je connais ça, mais j'ai pas ça. Je ne pourrai jamais y arriver. Hachem lui répond, honore ton père et ta mère. C'est-à-dire, on honore son père et sa mère, et le même thème qu'étudié c'est Kaved. Non pas parce qu'on les kiffe,
honorer son Père Samuel, c'est même lorsque j'en peux plus lorsque j'ai la rage le survivant te dit, tu dois les habiller, les nourrir, les vêtir, va faire le café. Mais lorsque je suis capable de faire ça, même lorsque j'ai la haine, pas marqué qu'il faut aimer ses parents, marqué qu'il faut les respecter. Il faut leur donner du poids. Je suis en train de manifester la chose suivante. Pendant de nombreuses années, j'avais des conflits avec eux. Et j'aurais tellement rêvé naître dans un autre foyer. J'aurais tellement rêvé naître chez le frère de mon père ou chez la sœur de ma mère. Ou j'aurais tellement rêvé naître chez le voisin. Tellement j'aurais plus sympathique. Et donc j'ai sans arrêt caressé l'idée. La boîte à outils Hachem que tu m'as donné bidon. Réponse, non mon ami. Essaie de comprendre que ce qu'on t'a donné avec toute la difficulté que ça implique de parents saoulants, c'est exactement ce qu'il faut pour devenir ce que tu es. Si tu t'imbibes de cette idée que ton cercle c'est le tien, tu es le seul à avoir cette structure du cercle, alors tu as une chance incroyable de pouvoir aller servir ton père et ta mère, et dans chaque service tu es en train de dire, vous avez beau me casser les pieds, mais moi je sais que je vaux la peine d'être né. Et je vaux la peine de ce que Hachem m'a donné en direct. C'est ça en fait le fil d'Ariane. Moshe dit je ne suis pas adapté. Hachem dit mais je sais exactement ce que je t'ai distribué. Et comme je sais ce que je t'ai distribué, donc tu peux maintenant rentrer dans ta mission. L'Otachmod ne convoite pas. Quand est-ce qu'un individu convoite? Il convoite de façon progressive. Il commence, comment dire, par convoiter la femme de son ami, le 4x4 de son copain, la piscine de sa copine, le métier de sa copine. Il y a un système de gradation qui fait qu'en fait, c'est jamais le 4x4 qu'on veut. C'est le 4x4 de son copain. Le même. Celui-là, le même. Pas avoir aussi. Tout ce phénomène de convoitise provient du fait que j'ai l'impression que j'ai pas ce qu'il me faut dans ma vie. Ouais. Et un individu qui rentre dans ce chemin, là, il finira par dire aussi, j'ai l'impression que j'ai pas eu les bons parents. Je suis pas né à la bonne époque. J'étais pas là au bon moment. Bref, toutes ces notions sont des spéculations sur l'extérieur du cercle qui nous empêchent de bien se concentrer là-dessus et prendre conscience que c'est avec ça que je vais déchirer dans ma vie. Ça, c'était le point. Ce qui te permet de créer ton cercle et de consolider, je vous ai marqué, c'est que toutes les rencontres que tu feras dans ta vie, des rencontres qui sont, comment dire, essentielles. Des rencontres de personnes, alors c'est pas de la famille, tes parents, des premières choses que tu rencontres, c'est tes parents. Et en général, la plupart du temps, les parents savent exactement dire à un enfant ce qu'il est. Alors, des fois, ils disent des défauts, c'est un petit peu vexant, mais ils arrivent à voir un enfant un petit peu sa nature, il faut se fier un petit peu à ses proches. Il n'y a pas que donc les proches, il y a aussi les rencontres que tu fais dans la vie. La personne raconte une histoire assez incroyable. Un jour, on lui a demandé de remplacer dans une classe de garçons qui étaient plutôt bandits sur les bords. Ouais, donc c'était des enfants un petit peu à problème, qui venaient de familles, de milieux sociaux très très défavorisés. Et donc il est rentré dans une classe qui était déjà dans un climat très très détérioré. Il y avait beaucoup de caïds, enfin des caïds de façon pas, des personnes qui se prenaient pour les chefs de la classe. Bref, il y avait beaucoup de tensions. Donc il est arrivé et il a vu que c'est tous des enfants assez dissipés, tendance un peu voyous. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant vous êtes tous assis comme ça à deux. Je vous demande de faire cet exercice. Vous allez vous parler pendant, vous connaissez tous déjà, parce que j'arrive en plein milieu de l'année. Je vous demande de réfléchir et de marquer sur une feuille la qualité essentielle de votre voisin. Voilà, donc il y a Chaim qui est à côté de Moshe. Chaim doit marquer sur un papier ce qu'il pense être la qualité essentielle de son voisin. Et donc il a fait cet exercice et donc chacun a essayé de découvrir, enfin a essayé de dire voilà, moi je dirais sur lui. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai raconté à l'envers, tant pis l'histoire. Ça a commencé comme ça. En fait, un jour, Rav Gosen, il a été convoqué, comment dire, au commissariat. Qui reçoit comme ça une convocation du commissaire de telle et telle ville. Il commence à flipper. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait et tout. Il débarque là-bas, donc il ne savait pas pourquoi, comme il s'occupe beaucoup de personnes, il s'occupe beaucoup de gens, peut-être qu'il y a eu des plaintes, je ne sais pas. Donc il débarque au commissariat, il est reçu par le commissaire il arrive comme ça, il regarde tout droit. Monsieur Yakovson, oui. Yeriel, oui. Asseyez-vous. On a vu s'asseoir comme ça, il est un petit peu stressé. N'est-ce pas que il y a 32 ans, vous avez enseigné dans tel et tel établissement? Qu'est-ce qu'il faut sortir comme dossier? Il commence à... Il dit oui. Il commence à... Super peur, quoi. Il dit oui, effectivement, j'ai enseigné, pardon, dans ce événement. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Il dit non, il n'y a pas de problème.
est-ce que vous vous rappelez de moi? Alors, il fait, non, je vous avoue, 32 ans, c'est un peu loin. Alors, il dit, ben voilà, vous avez un jour remplacé dans une classe. Je fais partie de cette classe. Je m'appelle comme ça. Vous avez fait un exercice qui s'appelle écrit. Ah oui, je me rappelle, j'ai dû faire ça, je faisais ça assez régulièrement. Le commissaire, il dit, voilà, à cette époque, j'avais été déjà renvoyé de plusieurs bahuts, c'était ma dernière chance ici. À cette époque, déjà, j'envisageais de devenir un caïd, un vrai caïd dans le sens drogue et proxénétique du terme. Et il sort de son portefeuille, il dit, voilà, mon voisin, il a écrit sur moi, il lui montre le papier, 32 ans après, que j'étais quelqu'un qui avait une bravoure incroyable. Parce que c'est vrai que les caïds sont des gens qui sont braves, c'est-à-dire ils sont capables, comment dire, c'est des héros, ils ont du courage. Il dit voilà, ce papier a sauvé ma vie. Ça veut dire, il est resté dans le monde criminel, mais du bon côté, commissaire. Il est resté dans le monde des armes et de la drogue, mais il est dans le bon côté. On a le droit dans la vie d'avoir des envies de sang. Un enfant peut naître avec des envies de sang. Alors la Torah te dit, c'est pas de souci. Tu sais quoi? Bah, deviens préleveur sanguin. Tu auras tous les jours à faire des analyses, tu auras du sang qui coule. Ou bien mieux, plus de sang, deviens chochrette. Tu vas abattre des vaches. Ou bien encore mieux, deviens moelle. Tu vas faire la circoncision. Ouais, donc ça veut dire, les tendances, on ne les choisit pas. Mais l'orientation de ta tendance, tu peux la choisir. Ça, c'est ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est comme ça, tu peux avancer. Maintenant, cette connaissance de soi demande énormément d'objectivité. Je ne vous cache pas à quel point l'étude de la Torah, l'étude de texte, permet à un individu de dépasser la vie et la vue du fantasme. Plus tu travailles dans le texte, parce que vous avez l'occasion de faire des textes, plus tu apprends à décortiquer les choses. Et en décortiquant ce qui est marqué, en essayant de trouver la vérité derrière les mots, tu fais ce travail colossal d'objectivité, qui est tellement dur sur nous. Si tu as l'intelligence ensuite, quand tu t'es habitué à travailler le texte, de porter ce regard sur toi, tu as de fortes chances, de très fortes chances, de pouvoir t'analyser avec un peu plus d'objectivité. C'est ça que donne l'étude de la Torah. C'est la raison pour laquelle nous sommes tellement à cheval là-dessus, l'étude du texte, parce que fondamentalement, c'est ça qui te permet de faire des gains au niveau de l'analyse personnelle, au niveau de ton analyse profonde. La confiance en la connaissance de soi. Maintenant, dernier point. Tant qu'on est jeune, on est dans un monde qui a nos limites. Nos limites. Plus un enfant est petit, plus il a l'impression qu'il peut tout faire. Il peut voler comme Superman. Ça met du temps avant de pouvoir gommer tous ses rêves, gommer tout ce monde qu'on imaginait sans frontières. La maturité d'un individu arrive lorsqu'il est capable de fermer le cercle. Je ne vis pas avec un fantasme de moi, je vis exactement avec la réalité de ce que je suis. Tant qu'on est jeune, on a envie de tout. La maturité, c'est être capable de fermer le cercle. Et je vous ai marqué ici, c'est lié directement à cette faculté de faire un choix. Il y a un enseignement du Talmud dans un traité de Baba Batra qui est essentiel, qui dit la chose suivante. Il extrait un verset de la Torah qui parle d'un déplacement géographique. Le texte nous dit Alken Yomura Moshlim Bo Cheshbon. Alken, c'est la raison pour laquelle Yomura Moshlim, ceux qui gouvernent, diront Bo Cheshbon, allons à Cheshbon, allons dans une ville qui s'appelle Cheshbon. Donc c'était un contexte géopolitique de l'époque. Et les maîtres du Talmud exploitent ce texte, et je vous l'ai marqué ici dans l'encadré. Amar Rabbi Shmuel ben Nachman. Quel est le sens du verset? Ainsi disent ceux qui dominent. Réponse. Ce sont ceux qui dominent leur nature à Moshlim Beitzram, ceux qui dominent la nature. Et Bo Cheshbon, que veut dire allons à Cheshbon, c'est pas allons à Cheshbon, à la ville de Cheshbon, mais allons faire le calcul, c'est-à-dire venez faire des comptes, venez faire le compte universel de la perte que cause une mitzvah par rapport à ce qu'elle nous fait gagner et le célèbre d'une faute par rapport à ce qu'elle nous fait perdre. C'est un texte incroyable ce Talmud. Il te dit la chose suivante. Toute aventure spirituelle qui est, comment dire, dévoilée par ma pratique de la mitzvah ou ma pratique d'une avera, peu importe ce que je fais, alors, elle te demande la chose suivante. Je décide maintenant demain de faire Shabbat. Tu pourrais te dire, tu sais quoi,
fais Shabbat, ça peut impliquer d'arrêter de faire des soldes, ça peut impliquer de fermer le magasin, c'est complexe. Alors tu pourrais te la raconter en disant c'est pas grave, je ferme mon magasin Shabbat. Et de toutes les façons, Hachem il est bon, il va me donner tout mon chiffre d'affaires les autres jours de la semaine. Le texte du Talmud te dit il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner comme ça. Il ne faut pas raisonner dans le truc avec cette mentalité. De toutes les façons, je ne perds rien à venir écouter un cours de Torah plutôt d'aller dormir. Parce que de toutes les façons, dormir, c'est la matérialité. Cette attitude est une hypocrisie de soi-même. C'est une évidence que c'est un kiff de faire Migras Matin. C'est une évidence pour ceux qui aiment ça. C'est une évidence que, pour certaines des personnes qui aiment ça, que aller en boîte, ça peut être un plaisir. Et le Talmud te dit, ne dis pas, si tu fais un cours de Torah à la place d'aller en boîte, non, mais de toute façon, c'est la matérialité, ça m'intéresse pas. Non, ça t'intéresse, tu kiffes, et malgré ça, tu as décidé de faire un choix. Il faut être lucide dans les choix qu'on fait, et lucide, de ce que je gagne, mais surtout aussi de ce que je perds. De façon à ce qu'une fois que j'ai cette lucidité de ce que je perds, je puisse faire un choix qui est un choix puissant, fort, qui ne va pas osciller en fonction du confort de ce que je fais. En deux mots, le Talmud te convoque à ne pas croire que dans la vie, tu pourras avoir le beurre à l'argent. Tu peux l'avoir, mais ce n'est pas ça qu'il faut rechercher. Il faut être conscient quand tu fais un choix que ce choix impliquera certainement, peut-être qu'il y aura une chance que non, mais impliquera certainement un sacrifice, un point c'est tout. Et c'est ce, à mon avis, qui bloque de façon radicale le phénomène des célibataires qui ne s'engagent pas. Parce que s'engager, c'est dire oui à elle ou à lui, et donc dire non à tous les autres. Et une génération qui n'a pas appris à décider, à prendre des choix, et à assumer la perte qu'implique tout choix, a évidemment du mal à rentrer dans le choix. The choice, par excellence. Tout ceci est lié à là. La Torah te dit, travaille sur ce cercle, et prends conscience que ça, si tu l'as pas, c'est que c'est pas pour toi pour l'instant. Tu peux travailler un petit peu, mais c'est pas toi. Alors ne vis pas dans une image erronée de toi-même. Concentre-toi là-dessus et tu verras que tu as suffisamment de talents, de choses géniales qui vont te permettre, si tu les exploites le mieux possible, de pouvoir arriver à bon port par rapport à toi. C'est-à-dire que la lecture lucide sur toi-même ne t'amène pas une déprime, mais au contraire, une profonde joie. C'est ce qui se passe ici. Maintenant, je vous raconte, juste pour vous imaginer la chose, un enfant, et on est tous un petit peu des enfants, se caractérise par cette image suivante. Imaginez qu'un enfant a 2 glaces dans les mains. Les enfants adorent les glaces. Ils n'ont pas de limite. Il n'y a pas de crise de foi chez les enfants. Vous avez remarqué, ils peuvent manger, il n'y a pas de crise de foi. Maintenant, proposez à un enfant une 3e glace. Il a 2 mains, pas 3. Maintenant, vous allez voir d'un coup sur son visage une crispation qui indique qu'il est malheureux. Il est malheureux pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à pécho la 3e glace. Ouais. Et vous allez voir que l'enfant va quand même essayer de la choper et va faire tomber les 2 autres et va se retrouver encore plus en train de pleurer. C'est facile à voir ça chez un enfant, oui. Donc il va prendre 2 glaces, il va essayer, boum, maladroit, tac, ça tombe, il va se mettre à pleurer. C'est-à-dire que il n'arrive pas à intégrer l'enfant le fait que j'ai déjà un plaisir et peut-être que j'aurai pas tout. Parce que comment ils font se dire, ah tiens, encore une, non. Peut-être que j'aurai pas tout et que je me concentre sur ce que j'ai, je vais kiffer par rapport à ce que j'ai et donc je vais être capable même de refuser la 3e. Un adulte est capable de refuser la 3e. Nous sommes devenus nous-mêmes des enfants adultes, malheureusement, qui fait qu'on a l'impression qu'on peut tout embrasser. Dans tous les sens du terme. Figure est simple. C'est ça qui se trame ici. Ton choix, c'est ça qui va déterminer ta direction. Et tu feras un choix d'autant plus subtil que tu auras travaillé de façon forte sur ta connaissance de toi à partir de ce cercle. Je finis sur cette histoire. Il y avait un jour un paysan qui bêchait extrêmement dur et puis un jour le tsar est passé par là, il a eu de la peine. Et il a vu à quel point c'était une personne misérable. Alors,
le roi lui a dit, écoute, c'est très simple, tu me fais de la peine, je vais être gentil avec toi. Je te donne 3 pieux avec une corde. Tu places les pieux où tu veux, et la corde est aussi longue que tu veux. Et une fois que tu auras placé ces 3 pieux, 1, 2 et 3, tout le territoire qui se trouve entre ces 3 pieux est à toi. Je te donne, moi le tsar, je te livre tout le territoire qui est à toi. Et l'histoire raconte que ce gentil paysan a commencé à placer un premier pieu ici, puis un pieu là, et puis un pieu là. Il a vu le territoire, il dit c'est génial. Et il dit mais c'est dommage, j'ai forfait limité, donc je vais dépasser ce pieu. Il s'est mis à le mettre ici. Il regarde, waouh, génial, j'ai gagné. Puis après il dit maintenant viens, on va arranger. Je vais arranger ici, et puis je vais arranger ici. Et l'histoire raconte qu'il est encore en train de délimiter son territoire. Il n'a pas encore fait le choix. Il n'a pas réussi à s'arrêter. Il n'a pas réussi à se dire, voilà, maintenant, ça oui, ça non. C'est exactement ça qui se trame. Si tu n'es pas armé par une connaissance intime de toi, tu seras toujours dans cette hésitation, dans cette oscillation permanente qui te ronge et qui t'empêche de te retrouver avec toi-même. Je m'arrête là, c'est des questions, n'hésitez pas.